On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une importante nouvelle économique qui vise à consolider 35 emplois. L'usine JB Martin qui devient Texonic. Donc, on reçoit M. Nicolas Juillard dans quelques instants. Mais d'abord, on est probablement en mode pré ou en mode électoral avec la députée d'Iberville qui se représente, Marie Bouillet. Sommes-nous en période de fièvre électorale? En tout cas, la température semble assez haute en ce moment du côté de Québec. Il semble également que nos députés sont un peu en mode électoral ou préélectoral. En tout cas, on va lui poser la question. Députée d'Iberville, Marie Bouillet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Donc, vous n'êtes pas encore une députée sortante, mais pas loin, là. Écoutez, je ne sais pas encore. Là, êtes-vous en mode préélectoral ou électoral? Non, on est en mode préélectoral. Un gouvernement minoritaire. Et toujours en mode préélectoral. Et toujours en mode préélectoral, c'est en plein ça. Bon, en même temps, on sent que la fièvre est quand même assez forte parce que, bon, on le voit, on a eu le dépôt d'un budget. En principe, l'Assemblée revient le lundi 11 mars ou mardi le 11 mars, pardon. Oui. Les partis d'opposition ont déjà dit qu'ils voteraient contre, mais ça encore là, c'est très aléatoire. À la limite, la première ministre peut toujours défaire le gouvernement en allant voir le lieutenant-gouverneur. Bref, mais on s'entend que politiquement et stratégiquement parlant, il y a une fenêtre là, qui est ouverte pour le gouvernement du Parti québécois, là, clairement. Pour tous les partis, en ce moment, il y a une fenêtre. Écoutez, je peux pas commenter. Ce sont des sondages qui valent ce qu'ils valent, mais la fenêtre est ouverte pour tout le monde. On est de toute façon à la limite de durée de vie d'un gouvernement minoritaire dans un système parlementaire britannique, là, tel que celui qu'on a à Québec. En moyenne, c'est 18 mois et on est dedans. Là. Donc, mais le souhait d'un gouvernement minoritaire, ultimement, c'est d'obtenir une majorité. Bien, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on aurait souhaité à la dernière élection. Je vous avoue on respecte la décision de la population, mais on est dans une situation minoritaire où on sait qu'en général, ça dure à peu près 18 mois. Donc, tout le monde le sait, là, les partis d'opposition. On a vu d'ailleurs dans les derniers jours des députés annoncer évidemment leur retrait de la vie politique. Oui. M. Duchesneau à la CAQ, également certains députés libéraux. Même là, votre adversaire libéral est déjà connu. Mme Tremblay, donc, qui a été instituée par son parti pour représenter le PLQ dans Iberville. Donc, on voit que la table est mise. Là. Tout à fait, parce qu'on est toujours dans les 18 mois à peu près de vie d'un gouvernement minoritaire. Là. Ça va être pour tout le monde, le signal est donné qu'il faut s'organiser. Mais ça va être quoi l'enjeu de la prochaine élection? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'éducation? Ou est-ce que c'est la charte ou la souveraineté? C'est quoi l'enjeu? Un mélange de tout ça, probablement. Non, mais l'enjeu comme tel, puis je pense que Mme Marois le répète et répète, c'est vraiment priorité emploi. Là. Ça, c'est depuis l'automne, depuis l'été dernier, on insiste vraiment sur la création d'emplois. D'ailleurs, on a très bien performé. Là. 48 000 emplois créés durant l'année, c'est très bon. Le taux de chômage est près du record historique au Québec. Oui. On n'est vraiment pas loin. Donc, c'est pratiquement on approche du plein emploi comme tel. Il y a la moitié de la population qui travaille actuellement, mais nous, notre priorité, c'est vraiment des emplois de qualité, des emplois stable, bien rémunéré, puis c'est, je pense, la série d'annonces qui continue encore. Là. En même temps, il y a aussi un enjeu hyper important qui est celui des finances publiques. Ah, tout à fait, tout à fait. Et du retour à l'équilibre budgétaire. Tout à fait. Ça, c'est sûr que cet enjeu-là, c'est un incontournable. Bon. On tentait d'arriver à un budget équilibré qui nous permettait de ne pas être en déficit cette année. Ce qui a, de toute façon, même M. Couillard l'a admis il y a déjà plusieurs mois qu'on ne pouvait pas arriver à ça. En même temps, et on le voit, donc l'enjeu des finances publiques, c'est une chose. Le gouvernement, les ministères qui demandent aux agences de faire leur boulot, on le voit dans le monde de la santé, où le C3S au Richelieu-Rouville est aux prises avec un déficit opérationnel d'à peu près 2-3 millions. Commission scolaire également, on le sait, on a de beaucoup augmenté les taxes. À un certain moment, on se demandait si le gouvernement n'allait pas demander un remboursement de taxes. Bref, on demande à des C3S et à des commissions scolaires de ne pas faire de déficit et de couper dans les opérations sans qu'il y ait d'impact sur les élèves ou qu'il y ait d'impact chez les patients. Ça, ces patients-là, ces écoles-là, ils sont dans votre comté. Les patients qui consomment des soins, ils sont dans votre comté. Tout à fait.
Donc, est-ce que ça, c'est pas un enjeu plus important que la charte? Ah, mais je me dis le contraire. La charte, pour moi, je vous ai dit que c'était pas l'enjeu prioritaire. Vous m'avez demandé l'enjeu, c'était l'emploi. On a l'impression que depuis les derniers mois, que le gouvernement a beaucoup poussé la charte, puis pendant ce temps-là, on a parlé de moins de finances, on a parlé de moins de santé, on a parlé moins d'éducation. Bien, je respecte cette impression-là, mais dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, depuis l'été dernier, on mise sur création d'emplois. Les faits sont là. Ce n'est pas la charte, c'est vraiment sur l'emploi, l'économie. Parce que, premièrement, pour répondre à votre commentaire, qui était aussi une question, c'est le fait qu'on sait très bien qu'on gère bien les dépenses. Les dépenses sont sous contrôle au gouvernement. 1,2 là, c'est très... On est vraiment en bas de la barre de 2 de la plupart des gouvernements. Là. Mais c'est les revenus qui n'étaient pas là parce que l'économie ne roulait pas comme on le voulait. Donc, ce sont les entrées d'argent. On n'oublie pas qu'il y a eu une hausse de la TVQ qui a ralenti, une grève de la construction. L'économie, dans les 2 dernières années, a été plutôt ralentie. Je veux juste dire aussi que pour le C3S, je ne peux pas commenter vraiment. Tout ce que je constate, c'est que leur budget, actuellement, ils ont un accompagnateur nommé pour les aider à contrôler la situation puis la corriger aussi. Donc, il y a des gestes qui ont été posés par le gouvernement en disant, écoutez, là... ça ne va pas, là, au C3S au Richelieu, OK, en termes de Mais comme député, vous risquez de vous faire questionner à savoir... En fait, la question est de savoir comment peut-on assurer les électeurs du comté d'Iberville que les écoles vont être financées à la hauteur de ce qu'ils sont et que les services de santé soient adéquats. C'est ça, dans le fond, l'impact sur la population. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je pousse beaucoup sur une unité de médecine familiale qui ne rentre pas dans ce budget-là. Là. C'est-à-dire parce que je veux des soins de santé de proximité, des soins de première ligne, comme on appelle un accès à un médecin. Et il y a différentes... Il faut être plus créatif là, dans notre façon de gérer. Et je pense que je pousse sur des solutions qui ne vont pas détériorer la situation du C3S, OK, mais qui vont donner des services à la population. Il y a toute une réorganisation aussi, les super infirmières. Je sais qu'elles n'aiment pas ça, là, mais des infirmières qui sont capables de donner des services. On est en négociation aussi avec les pharmaciens. Ça a été notre grande surprise aussi. Les pharmaciens étaient d'accord pour les renouvellements, poser certains actes médicaux. Ils nous avaient dit oui. Là, ils sont en train de négocier toujours avec nous. Ça, c'est des façons qui n'augmentent pas le budget de ces 3 ans. Je veux juste revenir sur la commission scolaire. La commission scolaire du Haut-Richelieu, moi, elle a mon appui. Je considère que c'est bien administré. Et il ne faut pas oublier que le pouvoir de taxation scolaire, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Là. Les commissions scolaires sont des entités autonomes avec un pouvoir de taxation au Québec. Donc, le pouvoir de taxation, ça dépend de chaque commission scolaire. D'autre part, les services aux élèves, il faut faire attention parce que l'enveloppe qui est donnée par le ministère de l'Éducation aux commissions scolaires, c'est pour le service aux élèves. Les commissions scolaires ne peuvent pas toucher à ça. OK? La taxation sert à l'administration et à la gestion. OK? Alors que l'enveloppe qui est envoyée au service... Donc, ils ne peuvent pas toucher au service aux élèves d'aucune façon. Quel est le contexte des places en service de garde dans le comté d'Iberville? Ça a été longtemps un enjeu. On est rendu à quel niveau, là, dans les besoins? Bon, on est tout près de répondre à tous les besoins. Là, aujourd'hui, il y a eu une annonce de Mme Léger à Saint-Jean. Depuis... parce qu'on était vraiment en situation de déficit important pour les enfants qui avaient besoin de garderie. On a 612 places de créées là, depuis qu'on est au gouvernement. Donc, 612 places dans Iberville. Cette offre-ci vient de combler 212 places aujourd'hui. Donc, on comble pratiquement tous les besoins. Là. On a développé les 250 000 places au Québec. Et
L'autoroute 35. Ben oui, on l'ouvre en septembre. C'est sûr, non? Oui, je peux vous dire Parce que quand on s'était vu la dernière fois, vous m'aviez dit qu'il manquait des panneaux de signalisation, il manquait une deuxième couche d'asphalte. Oui, il manque certains éclairages, tout ça, mais là, c'est pour... Donc, les travaux reprennent. Il n'y a pas juste la population. Moi, je piaffe actuellement pour... je veux vraiment, vraiment que ça soit ouvert. Et c'est en septembre, c'est confirmé. Là. Donc, confirmé, ouverture de la 35 en septembre. On va pouvoir enfin circuler jusqu'à Saint-Sébastien. Je suis la première contente, oui. Et l'autre tronçon viendra plus tard. Bien, on travaille toujours sur l'autre tronçon, c'est ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que ça, c'est les phases 3 et 4 du projet. Les plans de vie sont en train d'être faits toujours. On a toute la question des négociations d'expropriation, le pont, parce qu'il y a un pont qui va surplomber la rivière au Brochet. Les plans sont en voie d'élaboration. Donc, on chemine. Là. On chemine toujours. Moi, je pousse toujours sur ça. Et on va y arriver, on va y arriver. Bon, vous êtes député depuis quoi, 5 ans à peu près? 5 ans en décembre, oui. Pourquoi ce désir de continuer? Ah, parce que, premièrement, à la dernière élection, moi, je souhaitais un mandat de 4 ans. Je pense qu'on rêve toujours d'avoir un mandat de 4 ans. Vous le disiez tantôt, on rêve toujours en élection d'avoir un mandat dans un gouvernement majoritaire. Bon, la population en a décidé autrement, gouvernement minoritaire, mais moi... il y a des choses que je veux réaliser. Il y en a qui sont réalisées depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste encore beaucoup à faire. On a beaucoup de rattrapage à faire. On parle de santé et services sociaux. Moi, je milite fortement avec la population d'Iberville pour que l'unité de médecine familiale soit là. Ouais. On parle de 16 résidents éventuellement qui vont prendre de la clientèle. Et vous souhaitez qu'ils soient à Iberville? Bien, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça, c'est pas fini. Cette bataille-là n'est pas finie. Au niveau des soins à domicile, toute la politique de l'autonomie des personnes en perte d'autonomie, ça, c'est loin d'être fini dans Iberville et à la grandeur du Québec. Malheureusement, on n'a pas été capable de faire passer le projet de loi. Donc ça, pour moi, c'est excessivement important à continuer à travailler. Toute la question des emplois. Et à ça, je rajoute la 35, parce que la 35, dans Iberville, il y a beaucoup d'emplois reliés au transport de marchandises. Beaucoup. Donc, la 35, là, quand ça va être fini, puis qu'on va pouvoir du Vermont, Québec, ensemble, ça va être extraordinaire. Dernière chose, c'est vraiment, je pense, justement en matière de transport. Le Pont-Gouin? Oui. Bon, là, le Pont-Gouin, je sais plus ou moins, c'est dans le cours de la ville, à ce que je sache. Écoutez... il y a le Pont-Gouin, mais j'ai d'autres. On est vraiment aussi en rattrapage au niveau de la réfection des infrastructures. On a fait un grand bout dans les dernières années. Vous savez, moi, la 35, là, entre autres, quand je suis arrivée comme députée, on en parlait depuis, je vais dire des lustres, là, mais c'était promis à chaque campagne électorale. Je ne voyais même pas le bout d'une pépine sur le trajet. Mais là, tout le monde voit que c'est pratiquement fait. Et ça s'est réalisé sous mon mandat, là. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup. Et bonne future, peut-être, campagne électorale. Merci beaucoup, Éric. On verra peut-être le 11 mars. Je vais retenir cette formule-là. C'est très bon. C'est bon. Merci. Reste avec nous au retour. On vous parle d'une nouvelle à caractère économique. Donc, nouvelle à caractère économique, les entreprises JB Martin Canada et Martin Tech Incorporé deviennent Texonic. Avec nous pour en parler, son président Nicolas Juillard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Une entreprise, en fait, pour situer un peu les gens, c'est le bâtiment qui est sur la rue Saint-Jacques, à côté du Provigo, un bâtiment qui existe depuis des décennies et des décennies. 1934. 1934. Mais JB Martin... 80 ans, en fait. 80 ans.
Et c'est un bâtiment qui a toujours eu une vocation, disons, dans le domaine du textile, on peut dire? Alors, c'est un bâtiment qui a été construit à l'origine par J.B. Martin pour fabriquer du velours. Donc, J.B. Martin, qui était une compagnie française d'origine, qui s'était installée aux États-Unis en 1889 et en 1934, il s'est installé au Canada pour fabriquer du velours pour le marché canadien. Le centre de la mode était Montréal, donc c'était naturel d'être proche de Montréal. Bon. Vous-même, vous êtes associé à J.B. Martin depuis quand même fort longtemps. Alors moi, je suis arrivé ici à 25 ans. 25 ans pour accomplir en fait une transition, puisqu'à l'époque, il faut se remémorer que le marché commun nord-américain était en train de se mettre en place. J.B. Martin, compagnie internationale, avait une usine au Mexique, une usine aux États-Unis, une usine au Canada. Donc le modèle d'affaires qui a été développé avec 3 pays, 3 marchés, 3 usines, était totalement remis en cause. Et puis cette usine aurait pu disparaître à l'époque, puisque les usines des États-Unis et du Mexique étaient plus grosses. Donc si une économie d'échelle avait dû être réalisée, bien, ça aurait été la fermeture du Canada. Donc plutôt que de faire ça, les propriétaires de l'époque ont plutôt voulu donner une nouvelle vocation. Et moi, j'ai joint la compagnie pour accomplir, dans le fond, ce vœu qui était d'amener l'entreprise ailleurs. Donc on est sorti du velours et on est rentré dans d'autres marchés que l'on appelle les textiles techniques. Bon, ça, c'est quand même super intéressant parce qu'à une certaine époque, on l'a vu en Amérique du Nord, les usines de textiles ont fermé les unes après les autres. Ici même, dans la région, on avait Dominant Textile, qui a longtemps été une entreprise phare de la région. Et pourtant, J.B. Martin a toujours tiré son épingle du jeu dans ce domaine-là, en produisant, vous dites, donc du textile plus spécialisé. Alors, donc ces tissus techniques ont différentes vocations. À l'époque, nous, on a dessiné petit à petit 3 grands axes de production et d'application. Les matériaux composites, donc on tisse de la fibre de carbone, de la fibre de verre, de la fibre de Kevlar ou de basalte, ou des fibres un peu étranges pour certains qui vont dans des matériaux composites, donc des avions, des bateaux, des voitures, des autobus, des trains, des skis, etc. Et donc ça c'est un domaine. Un deuxième domaine qui était la protection balistique. Donc on fait des tissus qui vont dans les gilets pare-balles, qui vont dans les blindages, qui vont dans ce genre de produits pour la défense, pour les policiers. Et troisième axe, c'est de la protection au sens large, donc ça veut dire des produits qui ne brûlent pas, qui vont protéger des travailleurs, qui vont protéger les soldats aussi, effectivement, et toutes sortes d'applications anti-coupe, anti-abrasion, anti-feu, anti-chaleur. Donc là encore technique, mais un peu plus vêtements. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit à avoir un modèle d'affaires qui est solide dans le domaine dont vous nous parlez? Plutôt que de faire produire ces tissus-là, disons, en Asie? Plusieurs éléments qui dictent la dynamique. Un des éléments qui est très important, c'est l'imputabilité. Quand on fait de la sécurité, on a besoin, entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui puisse être accusé s'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une bonne raison en réalité. On doit bien faire notre travail. Le second choix, ce n'est pas une option. Donc, on veut avoir la personne qui a fabriqué toutes les étapes. On veut avoir ces gens accessibles. Ces gens, on veut savoir ce qu'ils font et être certain qu'ils le font correctement. Donc, nous, on amène une certaine garantie en étant proche de nos clients. Après, d'autres éléments, c'est l'innovation. On est toujours en mode innovation. C'est quelque chose d'indispensable parce que c'est des matériaux qui évoluent très, 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 très vite. Donc il faut être aux aguets, il faut créer des choses, il faut avoir de la nouvelle technologie, il faut créer des nouveaux produits avec tout ça. Bon, on parle de J.B. Martin, mais qu'est-ce qu'était également Martin Tech? Alors Martin Tech, en fait, était une division qui avait été créée pour s'occuper de la protection balistique. Donc dans le fond, c'était une unité de production qui servait différents marchés et on avait créé le nom de nos marques Martin Tech pour servir le marché de la protection balistique, sachant qu'on commercialisait sous le nom J.B. Martin les autres produits, donc le composite et la protection. Bon, qu'est-ce que c'est Texonic maintenant? Alors Texonic. Pourquoi Texonic? En fait, parce qu'on a dû passer par une phase de transition. Par des pressions économiques, par des pressions financières, par des pressions aussi de changement de génération. Les propriétaires de J.B. Martin souhaitaient se retirer, prendre leur retraite et donc se départir de la compagnie. Et j'ai fait l'acquisition avec un partenaire, Gilles Desmarais, de la compagnie que l'on a appelée Texonic.
Pourquoi Texonic? Parce que textile, mais on monte dans la sphère de l'électronique, du supersonique, de l'informatique, de la productique, donc des textiles de l'ère moderne avec des méthodes modernes. Donc c'est ce que l'on a voulu faire sentir dans ce nom. Et pourquoi ne pas avoir gardé JB Martin? Simplement parce que JB Martin reste une entreprise manufacturière de velours aux États-Unis, au Mexique, et donc dans le textile. Donc on ne voulait pas faire de confusion. Aujourd'hui, donc la compagnie est une compagnie québécoise avec 2 propriétaires québécois. Et malgré mon accent. Mais là, si vous êtes ici depuis l'âge de 25 ans, je pense que vous êtes. 25 ans, ça commence à faire comme on dit, vous êtes bien naturalisé. Là. Voilà, donc ma vie professionnelle est ici. Ouais. Et donc, on a repris les actifs de cette compagnie. C'est certain qu'on parlait tout à l'heure du succès de la transition. Une transition, oui, parfois c'est un succès. En l'occurrence, ça l'est puisque nous sommes toujours en vie. Parfois, ça vit aussi des moments difficiles. En l'occurrence, on a vécu des moments difficiles avec notamment une dépendance très forte à la protection balistique, au marché de la protection balistique, qui a beaucoup réduit ces dernières années avec le retrait de l'Irak, le retrait de l'Afghanistan, les coupures budgétaires. Tout ça, ça affecte une compagnie aussi moderne et aussi avancée soit-elle. Donc, en même temps, on vient aussi consolider environ 35 emplois? On vient de consolider effectivement 35 emplois. On vient de faire cette transition avec des nouveaux moyens financiers, avec une transition qui en réalité se matérialise aujourd'hui par un changement de nom, un changement de propriétaire, mais qui a été amorcé depuis 2 ans pratiquement, puisque la crise économique, la diminution des besoins en protection balistique, elle n'est pas nouvelle. Et donc, nous, on a travaillé très, très fort en réalité depuis 2 ans pour créer des nouveaux marchés ou développer notre présence dans des nouveaux marchés, des marchés où on était déjà là, mais pas encore très fort. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment fait un beau travail qui fait qu'on est confortable sur l'avenir, ou en tout cas beaucoup plus confortable sur l'avenir de l'entreprise et sur ces nouveaux marchés diversifiés et les marchés qui sont en développement. Donc, Texonic, principalement, c'est l'usine qu'on voit sur la rue Saint-Jacques. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres projets de déploiement, de développement on va faire une étape à la fois. Pour l'instant, le projet, c'est d'occuper cette entreprise. On a aujourd'hui une entreprise qui n'est pas à pleine capacité. Donc, le projet, c'est déjà de la remontée en puissance. Ça va déjà nous occuper fort. Est-ce qu'il y aura d'autres projets derrière? C'est beaucoup trop tôt pour le dire et j'avoue qu'il n'y a rien de très précis. Ce qui est en revanche intéressant, c'est que mon partenaire, Gilles Desmarais, possède une compagnie de textile, elle aussi, qui est à Drummondville, qui s'appelle Monterrey. Et il y a une dynamique qui va se créer entre ces 2 entreprises qui vont rester distinctes, mais qui en revanche sont très complémentaires, puisqu'on fait des tissus qui sont très différents les uns des autres, mais avec des technologies qui peuvent s'apporter mutuellement. Donc ça va renforcer ça. Quel était l'intérêt pour votre partenaire, M. Desmarais? Est-ce que vous vous connaissiez de par la nature même de l'industrie? Je ne sais pas, ça doit être un petit monde qui se connaît. Oui, c'est un monde qui se connaît, effectivement. Est-ce qu'on se connaissait est-ce qu'on se côtoyait de façon très, très proche? Non, pas forcément, mais M. Desmarais a vu l'opportunité d'une certaine diversification. Et puis en réalité, aujourd'hui, on devient, les 2 compagnies réunies d'une certaine manière, deviennent en réalité une puissance textile très très importante dans le domaine des textiles techniques et des textiles au sens large. On devient pas une compagnie, mais un groupe, entre guillemets, qui aura une présence certaine et très diversifiée. Bon. Les principaux clients de Texonic, est-ce que c'est, quand on parle de la protection balistique, est-ce que c'est quoi les principaux gouvernements? Le ministère de la Défense nationale? Alors en fait, nos clients directs, nous ne vendons pas un produit fini, donc nous ne vendons pas directement au gouvernement, mais effectivement, indirectement, ce sont les gouvernements, ce sont les municipalités aussi, puisque les forces de police dépendent des municipalités, entre autres. Donc voilà, nos clients sont, oui, effectivement, c'est gouvernemental, institutionnel. Les forces carcérales aussi éventuellement, mais à qui nous ne vendons jamais directement, mais nous faisons partie d'une équipe qui alimente des bons produits.
Et la compétition, elle est où? Est-ce qu'il y en a en Amérique du Nord ou est-ce qu'elle est principalement concentrée en Asie? Ou Non, ben, dans la protection balistique, la compétition pour l'instant est très nord-américaine, donc États-Unis, Canada. Est-ce qu'il y a des gens qui font des produits à l'extérieur? Oui, mais enfin les marchés restent encore assez cloîtrés, justement pour les questions d'imputabilité. Mais ce qui fait la différence, ultimement, c'est l'innovation du produit et la capacité du service à la clientèle. C'est ça qui doit faire la différence avec la compétition. Comme je disais, au niveau du balistique, oui, c'est la différence, c'est le produit, mais c'est l'imputabilité. Surtout, hein? Oui, ça c'est clair. Après, pour ce qui est des composites, c'est la différence. C'est la différence. Là, on a une concurrence beaucoup plus forte de l'Asie et on sort d'être épingle du jeu en créant des produits très avancés. Donc, on est en mode recherche, on fait des choses qui sont assez étonnantes. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est dans un mode où on commence à fabriquer des textiles tridimensionnels. Donc des structures qui sont plus plates, mais qui seront... alors, on est rendu là. Voilà, comment on se différencie. M. Juillard, merci beaucoup et bonne chance dans ce nouveau défi. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Petite nouveauté sous l'administration du maire Fecteau. Donc, dès le 4 mars, le guide loisirs sera désormais à vos portes. Donc, vous allez pouvoir le retrouver également sur Internet, mais pas juste sur Internet. Il va être également distribué à vos portes. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu avec des extraits du Conseil de ville. Donc, vous avez l'horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. Vous pouvez acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. Il y a plus de 30 dépositaires sur le territoire des MRC au Richelieu-Hérouville. Et pour connaître la liste, visitez notre site Internet. Télévision du Richelieu, voici nos coordonnées. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye bye.